Je suis Maria Cecilia Galani, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières et membre de RISIC et co-responsable de la plateforme internationale du réseau. J'ai la responsabilité aujourd'hui, et en fait, je me sens honorée de faire l'introduction de notre conférencière, Madame Valérie Borde. Madame Valérie Borde, c'est une journaliste scientifique indépendante, lauréate de nombreux prix, qui écrit aujourd'hui surtout pour le magazine L'Actualité. Elle est aussi chargée de cours en journalisme scientifique à l'Université Laval et membre de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie de Québec. Les chercheurs sont de plus en plus souvent amenés à vulgariser leurs travaux auprès du grand public, que ce soit par les biais de textes et des conférences ou encore des interviews avec des journalistes. Comment s'y prendre pour faire passer les messages? C'est ça que Mme Borde va nous donner aujourd'hui, des clés pour mieux vous faire comprendre et éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup, Mme Borde, d'être ici avec les RISIC pour partager votre très connue expérience dans le domaine. C'est très intéressant. Et je m'excuse d'abord de partir plus tôt parce que ma journée à midi et demi. Merci beaucoup. Effectivement, midi et quart, c'est le temps. Merci beaucoup. Bonjour aux personnes ici sur place et puis aux personnes présentes derrière l'écran. La configuration est un peu bizarre, mais en tout cas, on va essayer de s'adapter. Merci beaucoup d'abord de l'invitation au RISIC pour cette conférence-là. Aujourd'hui, effectivement, je vais essayer de vous parler de comment on peut diffuser ces recherches au grand public. Alors, il y a plein de moyens de présenter ces recherches, mais on va voir un peu quels sont les points communs, comment on s'y prend finalement pour choisir à la fois quel médium on va utiliser, comment on va l'utiliser, puis concrètement, comment ça va se dérouler. Donc, je ne veux pas me mettre particulièrement de l'avant, l'image est encore un peu déformée, mais ce n'est pas grave. L'écran n'est pas de la bonne taille, mais c'est pas grave. En tout cas, vous voyez quelque chose qui est compressé. Normalement, c'est plus large que ça. Je voulais juste vous dire, moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste scientifique et que je fais de la communication scientifique au sens large dans différentes institutions. Donc, on a parlé de l'actualité tout à l'heure et de l'Université Laval. Je fais aussi présentement, par exemple, un projet avec la Bibliothèque de Québec pour diffuser de la recherche qui se fait d'ailleurs ici à l'Université Laval directement au public par le biais des bibliothèques. J'ai travaillé aussi sur une exposition qui est en ce moment présentée au Musée de la Civilisation sur les nanotechnologies. Donc l'idée c'est que vous comprenez bien qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut faire de la vulgarisation scientifique. Alors pourquoi est-ce que vous devriez comme chercheur vulgariser vos travaux de recherche? Il y a plusieurs raisons. On peut répondre à cette question-là de plusieurs manières. D'abord, effectivement, il y a le rôle de l'information scientifique, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires, annoncé par le biais des médias, vos avancées, vos découvertes, vos grands projets de recherche. Ça, c'est un aspect vraiment information. Il y a aussi un aspect où, quand vous allez vulgariser vos travaux, vous allez quelque part éclairer un peu la population et les décideurs sur les impacts, par exemple, que peuvent avoir votre recherche sur la manière dont sont organisés les soins de santé dans votre domaine, par exemple. Ça peut être aussi, vous pouvez être amené à faire de la vulgarisation pour convaincre, et là j'ai mis ça au sens large, des parties prenantes. C'est un terme de jargon qui désigne en fait toutes les gens qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre à vos recherches. Ça peut être des bailleurs de fonds, par exemple les IRSC ou d'autres organismes subventionnaires. Ça peut être des gens avec qui vous êtes en interaction, des patients, des médecins, des autres groupes de recherche, des autres chercheurs. Donc, essayez d'expliquer aussi, on a souvent besoin, même vis-à-vis de spécialistes d'une autre discipline, de vulgariser sa propre science. Il y a un aspect aussi où vulgariser la science, ça présente un intérêt parce que ça répond à une certaine curiosité naturelle qu'on a tous. D'où venons-nous, où allons-nous? C'est ces grandes questions qui ont toujours alimenté la recherche scientifique et qui attirent des réponses auxquelles on veut des réponses. Un autre aspect qui est intéressant dans la vulgarisation aussi, on le sait, notamment en ce moment, on voit qu'il y a une certaine
désaffection, entre guillemets, des jeunes vis-à-vis des carrières scientifiques. C'est bien plus facile de vendre l'idée qu'on va être champion de hockey ou de je ne sais pas quoi que de devenir scientifique, de faire de la recherche. Donc, vulgariser ces recherches, expliquer pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait aux jeunes, c'est quelque chose d'important. Et puis, le dernier aspect aussi dans lequel on va retrouver de la vulgarisation, ça va être vraiment tout simplement du divertissement. On se divertit en faisant toutes sortes d'activités. On peut très bien se divertir, par exemple, quand il y a des journées de la culture ou les 24 heures de science, on peut avoir des gens qui vont aller visiter des laboratoires juste pour voir comment ça marche, puis éventuellement faire des jeux. Il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être faites. Tout ça pour vous dire qu'il existe en fait un monde de possibilités pour vulgariser. Ça peut être dans les médias, ça peut être sur un site web, ça peut être par les médias sociaux, dans les musées, je reprends un peu toutes les catégories qu'on va retrouver. Ça peut être dans des conférences grand public données dans d'innombrables circonstances. Ça peut être dans des dépliants aussi qu'on va devoir préparer pour informer, par exemple, des patients d'une nouvelle manière de travailler ou autre. Puis ça peut être dans les écoles aussi, entre autres. Tout ça, finalement, quel que soit l'endroit où on va faire sa vulgarisation, on va devoir répondre à 3 questions. Ça revient que ce soit en phase de la vulgarisation à l'écrit, à l'oral, sur le web, n'importe comment, ces 3 questions-là vont toujours se poser. La première étape, ça va être pour qui est-ce qu'on veut vulgariser? À qui est-ce qu'on s'adresse? C'est qui notre public cible? Je vais revenir après sur chacune de ces étapes-là pour que vous puissiez bien... on va détailler un petit peu tout ça. Mais c'est important que ces 3 étapes-là, c'est les 3 choses auxquelles vous ne pourrez pas couper. Donc, pour qui, à qui on s'adresse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut sélectionner comme information dans tout ce qu'on fait comme travail, comme chercheur? On ne veut pas nécessairement tout dire. Quel angle, on appelle ça en termes de jargon journaliste, quel angle de traitement on va donner à l'information? Et puis la dernière étape à laquelle on pense toujours très très vite quand on parle de vulgarisation, en oubliant des fois un peu les 2 premières, c'est comment on va s'y prendre. Donc, comment est-ce qu'on va vulgariser? Quel procédé? Là, il y a des trucs, c'est des recettes, entre guillemets, qu'on va utiliser pour faire de la vulgarisation. Donc, quel procédé de vulgarisation on va utiliser? Est-ce que, je ne sais pas si moi je peux vous entendre, mais en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. C'est normal que j'entende bien. Oui, on vous entend bien. On va dire que vous m'entendez bien. Première étape, donc on a dit pour qui. C'est toujours une question qu'on se pose et évidemment on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, s'adresser à bien des personnes différentes quand on fait de la vulgarisation, aux journalistes, à des parties prenantes, à des patients, à des jeunes, à des curieux, à des gens qui vont financer des recherches, à d'autres chercheurs. L'important pour essayer de s'imaginer qui est le public cible, c'est vraiment de l'incarner dans une personne. Vous imaginez que vous êtes en train de parler ou d'écrire à cette personne-là pour lui dire « voilà ce que je veux dire ». Et l'idée, c'est vraiment de se poser la question, votre public cible, c'est quoi son bagage de connaissances? Qu'est-ce qui peut l'intéresser dans ce que vous avez à lui dire? Est-ce qu'il est habitué à un vocabulaire très complexe? Est-ce qu'il est habitué à se faire parler plutôt plus simplement? Est-ce qu'il va poser beaucoup de questions? Donc, c'est vraiment l'idée de vous faire une tête sur à qui ressemble le public cible. Et pour vous donner une idée, par exemple, moi, quand j'écris pour le magazine L'Actualité, c'est important de toujours regarder en tête le public cible parce qu'on a tendance souvent, quand on fait de la vulgarisation, à beaucoup s'attacher au contenu, à dire, bon, voilà, qu'est-ce que je veux dire exactement? Et on met beaucoup d'efforts sur le contenu, puis des fois, on oublie un peu à qui on s'adresse. Donc moi, par exemple, quand j'écris pour L'Actualité, je pense toujours à ma mère, qui est une lectrice typique de L'Actualité, et je me dis, bon, est-ce que si c'était à elle que je devais expliquer les choses, est-ce que je lui expliquerais ça comme ça? Est-ce qu'elle comprendrait ça comme ça? Est-ce qu'elle voudrait en savoir plus? Est-ce qu'elle serait déjà complètement débordée par ce que je viens de lui dire? Donc, incarner ce public cible-là dans une personne que vous connaissez, ça peut aider finalement à essayer de faire le portrait de la personne, du public à qui vous vous adressez. Quand on parle d'angle de traitement, ça découle directement du public cible. L'idée, c'est d'essayer de
trouver une manière d'aborder votre sujet qui va susciter l'intérêt du public que vous visez. Parce qu'évidemment, on ne peut pas forcer les gens à absorber de l'information. Hein. Il y a juste dans les universités qu'on est capable de faire ça avec des étudiants. Mais sinon, il faut vraiment essayer que la personne qui vous écoute ou qui vous lit éprouve un certain intérêt vis-à-vis de ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, essayez de trouver comment lui rendre les choses intéressantes, ça va être important. Donc, par exemple, on le sait, il y a des règles, on est souvent intéressé par des choses locales, par des histoires de vie, donc vous verrez, on y reviendra plus tard aussi. C'est pour ça que dans le journalisme, quand on fait du journalisme, on n'écrit pas quelque chose qui est désincarné, on incarne nos histoires dans des gens qui pourraient être nos voisins, nos parents, et qui nous permet de donner un peu de vie à notre sujet, même s'il est des fois très très scientifique. Donc trouver une manière d'aborder le sujet qui va susciter l'intérêt du public, identifier le type de communication la mieux adaptée. Des fois on a le choix, hein, vous êtes un chercheur, vous avez fait une bien belle découverte, ou vous estimez que ce que vous faites devrait être diffusé plus largement. Bon, à qui est-ce que vous allez vouloir le diffuser? Est-ce que vous allez écrire des textes? Est-ce que vous allez le présenter verbalement? Ça peut se faire aussi, l'un n'exclut pas l'autre évidemment. Dans quel format? Est-ce que vous voulez quelque chose de très 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 fouillé? Est-ce que si vous êtes dans un premier contact, vous seriez peut-être mieux d'y aller avec quelque chose de plus court? Donc voir un peu le format, la longueur. Et puis il y a une chose aussi qui est très importante à réaliser à ce moment-là, c'est que tout ça, ça prend des moyens. Donc, un élément qui est important à considérer, c'est de choisir ce qui est le plus faisable aussi, un compromis entre les sources que vous avez, les moyens que vous avez, le temps que vous avez. Si moi, je sais pas, je vais écrire un reportage sur la santé en Chine, puis que je peux pas me rendre en Chine, ou versus je vais aller y passer un an, ça va complètement changer ce que je vais être capable d'écrire. Donc vraiment essayer de regarder le plus faisable. Et puis ce qui est très important, la dernière chose, c'est il faut vraiment essayer à ce stade-là de définir votre message, puis s'y tenir, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en dire trop, hein, surtout quand on est chercheur, la manière dont la recherche est organisée fait qu'on se spécialise dans un domaine de plus en plus étroit, mais du coup on connaît quand même beaucoup de choses et on a tendance à vouloir trop en dire à la fois. Donc, il vaut mieux bien définir exactement ce qu'on veut dire. C'est quoi notre message principal? Un message principal, ça peut tenir en une ligne. Hein. Je veux expliquer telle autre chose pour telle raison. Donc, définir son message et s'y tenir, c'est important parce que si votre message n'est pas clair juste pour vous au départ, c'est sûr qu'il ne va pas être clair pour la personne à qui vous vous adressez. Sélectionner l'information, ça, comme je vous disais, c'est le travail un peu des fois arrache-cœur. Hein. On dit quand on fait du journalisme qu'on utilise à peu près pour faire un reportage 10% des informations qu'on a collectées. Ça veut dire qu'il faut se résigner à en jeter 90%. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que ces informations-là n'ont pas été utiles pour vous permettre de vraiment vous acquérir la connaissance de ce que vous voulez diffuser. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour votre public? C'est la question à se poser à chaque fois. C'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire à votre message, qui ne permet pas aux gens de comprendre, est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner cette information? Donc réfléchir à ce qui est à la fois ce qui est nécessaire pour que le public comprenne, ce qui est pertinent par rapport à l'angle de traitement que vous avez choisi. Si vous voulez parler d'un aspect de vos recherches, vous n'avez peut-être pas besoin de parler d'autres aspects qui pourraient s'ajouter, donc vraiment bien choisir au départ ce dont vous voulez parler. Et c'est toujours crève-cœur, mais je le redis encore une fois, ne pas avoir peur d'éliminer des informations. Hein. Vous n'allez pas faire une fois dans votre vie de chercheur, de la vulgarisation. Vous allez avoir d'autres occasions de revenir, d'élaborer sur votre message, etc. Vous direz peut-être pas tout d'un coup la première fois. Donc, ne pas avoir peur d'éliminer des informations. Votre public n'a pas besoin de tout savoir. Il a besoin de savoir ce qui va l'intéresser, ce qu'il va être capable de comprendre et ce que vous voulez lui dire. Quel format est-ce que ça peut prendre? Là encore, on se pose la question à ce stade-là. Est-ce que vous voulez rédiger un communiqué de presse en vue que ce communiqué soit diffusé dans les médias et aboutisse à une nouvelle? Est-ce que vous voulez vous-même écrire un texte de vulgarisation qui va être publié
à toutes sortes d'endroits? Est-ce que vous voulez donner une entrevue avec un journaliste, parler directement au grand public par le biais d'une conférence? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vouloir faire ça vous-même ou collaborer à des gens dont c'est le métier, des spécialistes en communication? La question mérite toujours de se poser et on reviendra là-dessus après. Donc, vraiment choisir le format. On va passer un petit peu à travers tous ces formats-là dans la suite de ma présentation. Donc, si on parle de nouvelles, tout à l'heure on a parlé communiqué de presse en vue d'une nouvelle. Comment ça se rédige? En gros, un communiqué de presse, ça se rédige comme une nouvelle. L'idée de la loi du moindre effort étant que plus votre communiqué va être bien rédigé, plus vous avez de chances que le journaliste le reprenne à peu près tel quel. Donc, vous lui facilitez beaucoup le travail. Les journalistes sont des gens très débordés, donc plus vous allez avoir une nouvelle qui va être déjà préformatée, plus ça va être facile aussi. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la pyramide de l'information, des 5 W qui viennent des noms en anglais. En français, ça fait POQQQ, c'est assez bizarre. Donc, l'idée dans une nouvelle, c'est qu'on va partir de l'information la plus étroite possible pour élargir de plus en plus que le contenu. Donc, en gros, une nouvelle, ça commence toujours par qui a fait quoi. L'équipe de recherche de tel chercheur a découvert que telle chose. Ensuite de ça, on va donner un peu plus d'informations, donc où, quand, comment, c'est des éléments dont on a besoin pour comprendre une nouvelle. Est-ce que c'est une découverte qui date d'il y a 6 mois? Est-ce que ça vient de se faire? Comment ça s'est fait cette découverte? Où est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est des chercheurs d'ici, d'ailleurs, etc. Pourquoi? C'est important. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet de recherche? Pourquoi la nouvelle est intéressante en elle-même? Qu'est-ce que ça amène cette recherche? Une recherche, même si des fois les buts ne sont pas immédiats, ça a toujours une certaine pertinence. C'est important aussi d'expliquer pourquoi on parle de ce sujet-là. Et puis, dans la fin d'une nouvelle, on peut y aller avec du contexte plus élargi qui va vous permettre d'élaborer un peu sur la problématique, sur votre équipe de recherche, sur toutes sortes de sujets qui sont un petit peu connexes, mais qui, vous voyez, sont plus dans la pointe de la pyramide. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir du plus précis pour aller vers le plus large. Ça, en 2 mots, c'est exactement à l'inverse de ce dont vous avez l'habitude de procéder pour écrire des publications scientifiques. Dans une publication, on y va avec une grande introduction où on présente tout le contexte de la bibliographie, ce qui s'est fait, où on en est, etc. Puis ensuite, on avance avec la méthodologie, les résultats, la discussion, etc. Puis à la fin, la conclusion. Finalement, dans une nouvelle, ce qu'on fait, c'est un peu l'inverse. On part de la conclusion et puis on redéroule jusqu'au contexte élargi. La raison pour laquelle on fait ça comme ça, c'est très simple. Vous savez, comme lecteur de nouvelles, si vous vous intéressez, si vous lisez les médias, on lit toujours les premières lignes d'un texte et ce qu'on va lire dans les premières lignes, c'est ça qui va nous dire « ouais, je vais continuer, non, j'en ai assez ». Donc, c'est très important que l'information soit là tout de suite. Si vous commencez par un rappel de grandes théories scientifiques, vous êtes à peu près certain que vous allez larguer tout le monde. Donc, l'intérêt de vos lecteurs ne sera plus là. Ce qu'il va faire, il va tourner la page et vous aurez fait tous ces beaux efforts pour rien. Donc, importance de partir dans une nouvelle de ce qu'il y a de plus pointu pour aller au plus large. Maintenant, ça c'est vraiment donc le texte bref de nouvelle qui va annoncer une information. On peut, dans tous les cas, avoir une histoire un peu plus élaborée si on fait un texte plus long qu'une nouvelle. C'est typiquement ce qu'on va avoir dans un reportage, mais qu'on peut avoir aussi dans n'importe quel texte de vulgarisation. L'idée, c'est qu'on raconte des histoires. Alors, une histoire, qu'est-ce que c'est une histoire? Les histoires qu'on raconte aux enfants le soir avant de se coucher, je vous ai mis le petit chaperon rouge, elles sont conçues d'une manière, si elles sont écrites comme ça, les histoires, c'est parce qu'on sait que ça fonctionne, on aime ça, comme humain, se faire raconter des histoires. Donc, il y a des règles pour c'est quoi une histoire, finalement, qu'on raconte. Une histoire, d'abord, si on veut juste regarder d'abord la structure d'une histoire, on capte l'attention du lecteur au départ, on prend notre point de départ de l'histoire qui va nous présenter un peu dans quoi on s'embarque, et ensuite on garde l'attention du lecteur jusqu'à la fin avec un certain nombre d'éléments. Dans une histoire, il y a toujours un certain nombre d'éléments qui reviennent. Généralement, dans une histoire, il y a une histoire qui intéresse, là, il y a un héros.
Le petit chaperon rouge, c'est clair qu'il y a le héros de l'histoire, c'est incarné. La science, c'est exactement la même chose. La science, c'est pas quelque chose de désincarné. S'intéresser à quelque chose de complètement abstrait, c'est bien difficile, mais votre héros n'a pas nécessairement à être quelqu'un. Le héros de votre histoire, ça peut être une molécule, ça peut être une planète sur laquelle on vient de découvrir de l'eau, peut-être. L'idée, c'est d'avoir un héros qui va vivre des aventures. Donc le héros, il va avoir une certaine quête à poursuivre, il va lui arriver toutes sortes de choses, ça va se passer tout ça dans un décor. Hein. Pensez à des films, on s'intéresse à l'action, à ce qu'il arrive au héros du film, mais il y a quelque chose en arrière de lui, il y a un décor, il y a un paysage qu'il faut qu'on retrouve aussi dans un texte à l'écrit parce que ça fait partie des éléments du récit. Il y a des personnages secondaires et puis il y a un certain suspense, hein, parce que si dès qu'on démarre notre histoire, on connaît la fin, c'est moins intéressant. Donc, ce que vous avez comme défi quand vous faites de la vulgarisation, en gros, c'est de passer de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a à gauche, hein, une publication scientifique dans le format classique, à quelque chose qui est une histoire qui marche fort, du genre de ce qu'on a à droite, la guerre des étoiles. Alors, peut-être que la marge vous paraît haute, c'est un idéal, c'est ce vers quoi on doit tendre quand on veut raconter son histoire, c'est vraiment s'imaginer comment utiliser l'information qu'on a sur nos propres recherches pour en faire un véritable récit. Donc, dans un récit, on va parler brièvement du titre, hein, parce que ça commence par ça, y compris un film, ce qu'on voit en premier, c'est le titre. Hein. Un titre, ça va être très simple et à la fois très difficile. Parce que souvent, d'ailleurs, c'est la chose la plus difficile à faire, c'est peut-être la chose qu'on a tendance à vouloir faire en dernier, une fois qu'on a tout le reste, pour être sûr qu'on a bien ramassé notre information. Donc l'objectif du titre, évidemment, c'est de faire lire le texte qui suit, c'est d'informer aussi, hein, on veut savoir avec un titre de quoi ça va parler, la guerre des étoiles, quand vous y réfléchissez, vous savez que ça va être une histoire de guerre, puis ça va être une histoire de planète. On a deux mots-clés qui vont ensemble. Et puis, évidemment, on peut aussi jouer avec les mots pour accrocher par le ton, par l'émotion, qui vont nous permettre d'aller susciter l'intérêt du lecteur. Alors, il y a plusieurs types de titres. Il y a des titres qui sont très informatifs. Hein. Là, je vous ai mis les titres d'un des derniers numéros de l'actualité, le sommaire à gauche, et puis à droite, les titres de la presse, de la rubrique scientifique de la presse récemment. Donc, vous voyez, on peut avoir des titres très informatifs pour des nouvelles, notamment à droite. Alors, vous voyez, un animal quasi indestructible pourrait partager ses pouvoirs. Le mâle veuve noire se tourne vers les jeunettes. Vous voyez qu'en même temps, c'est très informatif, mais on joue un peu les jeunettes pour parler des araignées, ça peut sembler assez particulier. À l'inverse, si vous voyez des titres à gauche qui sont moins directement collés sur le sujet, mais qui sont peut-être plus poétiques, moins informatifs, mais plus accrocheurs par l'émotion. Hein, la bataille du lac Saint-Jean, on se demande c'est quoi la bataille, une milliardaire au secours des femmes, le Québec a du génie. Bon, là il y a un jeu de mots hein, sur génie, génie dans le sens de travail des ingénieurs et puis génie dans le sens de quelque chose de vraiment bien. Hein. Donc vous voyez, dans un titre, on peut essayer de jouer à la fois avec l'information et avec le choix des mots qu'on va utiliser. Je vous disais de garder le titre pour la fin quand vous essayez d'écrire quelque chose. Il y a un élément qui est après le titre, qui est le plus difficile à faire dans un texte, vous le savez, et c'est pas juste pour ça qu'on a des syndromes de la page blanche, mais ça y participe. Comment on démarre? Parce que l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment qu'en quelques lignes dans un texte, vous embarquiez, vous convainquiez le lecteur d'embarquer. Donc c'est un exercice difficile parce que vous n'avez pas 30 lignes pour expliquer à votre lecteur pourquoi il faut qu'il embarque. Il faut le faire en peu de mots, mais il faut suffisamment rendre ça attirant et informer un peu sur ce que vous allez expliquer. Tout ça en pas beaucoup de mots. Donc c'est beaucoup de contraintes. Donc, alors comme je le disais tout à l'heure, les généralités, les rappels historiques, les définitions au début d'un texte, c'est à proscrire parce que c'est en règle générale pas ça qui va intéresser votre lecteur. Au contraire, il faut essayer de piquer sa curiosité avec quelque chose de peut-être surprenant. On va voir des idées un peu d'amorce par la suite et entrer très vite dans le vif du sujet parce que votre lecteur a peut-être bien d'autres choses à faire dans la vie
que de lire le texte que vous lui avez précieusement concocté. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, alors c'est important d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, des idées d'amorce pour un texte, on peut partir avec une anecdote, on peut partir avec, par exemple, aussi un lien avec l'actualité, un événement qui s'est passé récemment, qui pourrait éveiller sa curiosité. On peut faire vraiment de la mise en scène, hein, planter un décor, expliquer, on voit, mettons, un chercheur dans son laboratoire qui est en train de regarder des choses et on a tout de suite hâte de savoir ce qu'il va trouver. On peut aussi commencer par une question qui se rapproche des préoccupations du lecteur. Hein. Je parlais avec Maria tout à l'heure qui me disait qu'elle travaillait beaucoup sur les soins après, par exemple, un infarctus. Bon, ça peut être une question, que feriez-vous, comment pensez-vous qu'on vit après un infarctus? Ça peut être quelque chose aussi de surprenant, révoltant, drôle, bref, n'importe quoi qui va essayer de piquer un peu l'attention de votre lecteur. Alors là, je vous ai donné 2 idées d'amorce, qui sont des exemples, un dans l'actualité, l'autre dans le magazine Québec Science. On peut les regarder rapidement, mais bon, vous voyez dans l'article, dans l'actualité, qui est un article sur l'insomnie, on commence par une histoire. Certaines personnes rêvent de gagner à la loterie ou de faire le tour du monde. Ça attire beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui rêve de gagner à la loterie ou de faire le tour du monde. Claude Loca, elle, paierait cher pour dormir 8 heures d'affilée. Donc vous voyez, là on a incarné, on a une personne dans notre histoire. Ça ne m'est pas arrivé depuis au moins 40 ans, raconte cette retraitée de Laval qui a passé sa vie à être fatiguée. Donc là, on est vraiment dans l'anecdote d'une personne qui dort mal. Et on enchaîne tout de suite. Au Québec, une personne sur 10 souffre d'insomnie chronique et une sur 3 traverse à l'occasion des crises de mauvais sommeil. Mais personne n'est à l'abri et les ennuis commencent parfois dès le berceau. Donc là, on sait tout de suite qu'on va nous parler d'insomnie, que ça va être un texte sur l'insomnie, mais on est parti d'une anecdote qui est le cas d'une dame qui rêve, son rêve dans la vie, c'est d'être capable de dormir. Dans le magazine Québec Science, on est parti pour ça. C'était un article sur l'aspirine, ça s'appelait Le retour d'une star. Ça commençait par une citation, donc vous voyez, si vous avez pris froid, si vous avez un rhume, aspirine vous soulagera en quelques minutes, arrêtera le progrès du mal et évitera les complications. Fin de la citation. Ce slogan plein de promesses faisait déjà des émules en 1935. 8 décennies plus tard, le comprimé blanc n'a rien perdu de sa popularité. Donc là, on voit, on est parti comme élément un peu cocasse là, d'une vieille publicité des années 30 pour l'aspirine qui nous promettait d'arrêter le progrès du mal. C'est fantastique. Et ensuite, on donne tout de suite des informations. Avec plus de 40 000 tonnes produites par année, soit 80 milliards de cachets, sachets et autres gélules, c'est sans conteste l'un des médicaments les plus consommés dans le monde. Pourquoi un tel succès? On voit que là, on a donné des chiffres, on a commencé à avancer un peu, on a présenté un petit peu le contexte de l'histoire et on va pouvoir embarquer sur la suite de l'histoire. Le corps du texte, comment, une fois qu'on a passé ces premières lignes d'amorce, cette première entrée en matière, comment est-ce qu'on va faire la suite? Évidemment, ce que je dis pour les textes, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est aussi valable à l'oral. On procède exactement de la même manière à l'oral. Ce qui est important pour ne pas perdre de vue vos lecteurs, votre public, c'est qu'il faut qu'ils soient entraînés dans une certaine logique narrative. Dans un film, par exemple, gardez toujours l'image en tête d'un film, il n'y a pas des scènes qui arrivent d'un peu nulle part, les unes après les autres. Il y a une suite, il y a une logique dans la progression de l'histoire. Donc, essayer d'écrire cette logique-là avant d'écrire son texte, faire un peu un espèce de scénario qui fasse apparaître la logique narrative, ça aide à se dire, bon, est-ce que ça se tient mon histoire ou est-ce que ça part un peu dans tous les sens? Séparer les idées en paragraphes, grouper les paragraphes en grande partie, là, vous voyez, on commence seulement à arriver dans des questions vraiment d'écriture. Pensez aux encadrés, ça c'est quelque chose on a la chance de pouvoir faire à l'écrit, à l'oral moins bien, mais des fois d'informations qui ne va pas avec la logique du texte, on peut simplement la sortir du texte pour la mettre à côté, c'est un autre degré d'information, mais ça ne coupe pas l'histoire. Et puis, si on dit faire apparaître la logique de la narration, il va falloir bâtir des transitions entre vos idées pour qu'on comprenne bien comment tout ça s'enchaîne. Donc, ça peut être des liens de cause à effet entre, bon, on avait
on pensait avoir découvert telle ou telle chose. Finalement, on s'est rendu compte que ce que ça nous disait, c'était que, je ne sais pas moi, telle molécule avait un effet à cet endroit-là. Plus tard, on a continué sur ces recherches, etc. Donc, vraiment bâtir des transitions. Alors, vous pouvez avancer avec des liens de cause à effet. Hein. Qu'est-ce qui a causé quoi? Vous pouvez avancer avec des liens temporels. On a d'abord fait ça, ensuite on a fait ça, ensuite on a fait ça, puis aujourd'hui on fait ça. Puis demain, c'est ça qu'on espère faire. Ça peut être aussi des énumérations pour s'attaquer à, je ne sais pas moi, les soins qu'on doit donner après un infarctus. On a 3 possibilités. La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Donc, là, on a une narration par énumération. Vous pouvez aussi avoir un fil conducteur anecdotique, comme je l'avais utilisé tout à l'heure dans l'article sur l'actualité, où on incarne l'insomnie dans une personne et on raconte un peu finalement ce qui lui est arrivé, comment elle est passée à travers son traitement de l'insomnie. Même si c'est une anecdote, ça va nous servir un peu de fil conducteur à notre histoire. La conclusion d'un texte, là encore, oubliez les conclusions de publications scientifiques. Hein. Quand votre lecteur est arrivé à la fin du texte, vous n'avez pas besoin de lui rappeler tout ce qu'il a lu jusqu'à présent, puisqu'il vient de le lire, donc évitez les conclusions trop scolaires, bouclez la boucle des fois, terminez en ramenant au début du texte, je reviens à cet article sur l'insomnie, à la fin de l'article sur l'insomnie, la dernière ligne du texte d'ailleurs, porte sur cette dame dont on dit qu'est-ce qui lui est arrivé entre-temps, puisqu'elle avait essayé différents traitements. Donc voilà un peu pour la structure du texte ou de la présentation orale. Si on part maintenant vraiment rentrer dans les questions de lisibilité et de vulgarisation. Donc améliorer sa lisibilité, comment on fait pour faire en sorte qu'on soit plus lu ou plus écouté? D'abord, il faut ajuster son niveau de langue à celui de son public cible. Hein. Vous le savez, on ne s'adresse pas du tout de la même manière à des enfants, à des autres chercheurs. Tout le monde a un niveau une étendue de vocabulaire, une capacité à passer à travers de l'abstraction, un vocabulaire élaboré, plus ou moins élaboré. Donc, il faut essayer de penser, quand je vous disais tout à l'heure aussi public cible, c'est quoi son vocabulaire, ses mots, comment je dois lui parler, quelle langue je dois lui parler. Il y a des choses, par contre, quelle que soit la langue, entre guillemets, de votre interlocuteur, il y a des choses qui nuisent systématiquement à la lisibilité d'un texte. Ça va être, par exemple, des accumulations de chiffres. Si je vous donne plein de chiffres d'affilée, vous pouvez être la personne la plus brillante du monde, j'ai plus de chances de vous larguer que si je vous en donne juste 2-3. Donc, les accumulations de chiffres, il faut faire bien attention. Les adverbes, souvent, ça, entre guillemets, ça pollue un peu le texte, là, ça noie le contenu dans plein de petits mots. La voix passive, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien, qui ne vient pas naturellement. Les parenthèses, ça coupe la narration. Les phrases longues, ça présente plusieurs inconvénients. D'abord, ça se comprend moins bien. En plus, vous avez beaucoup plus de chances de faire des fautes de grammaire dans des phrases longues, donc mieux vaut se cantonner à des phrases plus simples. Poser des questions et pas y répondre, c'est aussi une manière d'écouter très rapidement votre lecteur. Utiliser des mots ambigus, c'est pas très bon non plus. Donc, bien faire attention à ça. Préférez des mots courts, des mots concrets, des verbes d'action, des mots usuels, des phrases simples. Bref, le plus simple possible. Plus vous allez être capable d'être simple et concret, et mieux ça va fonctionner. J'ai cliqué à côté, pardon. Donc, faire apparaître la logique narrative aussi, dont on parlait tout à l'heure, hein, par des transitions. En français, on a tout un tas de conjonctions, de or, donc, car, ensuite, qui font en sorte que ça nous aide à faire apparaître les transitions entre les idées et faire apparaître cette logique narrative. Quelque chose qui améliore aussi beaucoup la lisibilité d'un texte, c'est d'alterner un peu le type d'information qu'on apporte. Par exemple, si vous alternez des anecdotes, on va voir un exemple ensuite, des anecdotes, des explications, des chiffres, et ce que j'appelle des phrases de repos, c'est-à-dire des phrases qui n'amènent pas de nouvelles informations, qui font juste des fois un peu commenter, permettre au cerveau de votre lecteur de se reposer un petit peu. Vous ne lui amenez pas des choses nouvelles, vous faites un petit commentaire, on verra un exemple tout à l'heure.
et puis varier la structure des phrases pour donner du rythme. Hein. On dit toujours, il faudrait faire des phrases très courtes, sujet, verbe, complément. Ça, c'est bien, mais si vous enseignez juste des phrases, sujet, verbe, complément, ça va quand même être très pénible de vous lire. Donc, de temps en temps, une phrase longue, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas mauvais. Il faut juste faire attention à doser. Donc, c'est comme une recette de cuisine. Là, il faut bien choisir les bons ingrédients, bien mixer pour que ça prenne. Je vous ai mis des images de dictionnaires sur le côté parce que ce soit des dictionnaires papier ou Wikipédia ou n'importe, jouer sur les mots, manier les mots, ça demande souvent d'aller vérifier le sens, le véritable sens des mots. Les dictionnaires de synonymes, c'est très utile pour élargir son vocabulaire. Des fois, on utilise toujours un peu les mêmes mots alors que d'autres, par habitude, alors que d'autres mots usuels peuvent être plus appropriés à ce qu'on veut dire exactement. Donc, allez rechercher toujours dans des dictionnaires. Ça peut sembler ça très scolaire, mais c'est quand même vraiment utile de se plonger dans des dictionnaires. Moi, ça fait 25 ans que j'écris, plus de 25 ans que j'écris. Je suis quand même encore toujours le nez dans des dictionnaires pour vraiment des fois préciser des mots. Donc, améliorer sa lisibilité, il y a aussi dans la facture vraiment visuelle d'un texte, hein, dans la ponctuation, c'est des choses qui vont être importantes. Donc, on dit toujours le plus simple, une idée, une phrase, une idée complexe, un paragraphe. On se fait des retours à la ligne, ça coupe le texte, ça a l'air de rien, mais essayez de lire un texte qui n'a aucun retour à la ligne, vous allez voir que vous n'allez pas être capable de vous rester accroché au long. Le jargon, ça évidemment, c'est, quand on parle de vulgarisation, le plus gros piège dans lequel vous risquez de tomber. C'est-à-dire de ne pas faire attention au change des mots que vous utilisez pour votre lecteur, parce que vous avez trop l'habitude de les utiliser dans votre travail. Donc faire vraiment attention au sens, au véritable sens de chaque mot, puis ça, des fois, ça demande vraiment de lire le texte en suivant avec son doigt, ça peut sembler aussi bête que ça, à l'écran ou sur une feuille, mot par mot. Est-ce que ce mot-là, c'est vraiment un mot que mon lecteur va comprendre comme moi je l'entends? Je vous donne un exemple juste pour rire. Il y a du jargon dans tous les domaines. Hein. Il y a beaucoup de jargon avec le hockey. Les gens qui s'intéressent au hockey ont tout un vocabulaire hyper spécialisé que les gens qui connaissent rien au hockey, ça veut rien dire pour eux. Et moi, quand je suis arrivée au Québec et que j'ai entendu parler de l'uniforme tricolore et de tour du chapeau, j'avais aucune espèce d'idée de ce que ça voulait dire. Pour moi, l'uniforme tricolore, c'était un truc ça devait être l'armée française ou quelque chose comme ça, mais c'était sûrement pas le Canadien de Montréal. Donc, faire attention, et pourtant, il n'y a pas de mots compliqués là-dedans. Mais faire attention, donc c'est ça, et c'est ça du jargon, c'est vraiment une expression toute faite qu'on a l'habitude d'entendre, qui est pour nous quelque chose de hyper simple, hyper ordinaire, mais dont on a perdu de vue le fait que notre lecteur, c'est peut-être pas ça que lui, il comprend par ces mots-là. Donc bien faire attention et puis reformuler au besoin. La vulgarisation, en gros, il y a 4 choses qui vont beaucoup aider quand on fait de la vulgarisation. La première, l'exemplification, un bien grand mot pour dire que simplement, on a toujours besoin de donner des exemples concrets de ce qu'on veut dire, ça va toujours aider à comprendre. La recherche, souvent quand on fait de la recherche, il y a un certain nombre d'éléments qui sont abstraits dans la recherche. Si on est capable de donner des exemples concrets de comment ça se passe dans la vraie vie, avec des exemples qui sont capables d'être compris par le lecteur, ça va toujours aider. La métaphore, recourir à des images, ça va aussi beaucoup aider. Le meilleur exemple de ça, c'est par exemple, vous savez, tout ce qu'on lit, par exemple, sur la recherche en santé, sur des maladies. On utilise énormément la métaphore de la guerre. On combat des maladies, vous voyez le verbe combat. On utilise des armes avec certains médicaments. On gagne des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Tout ce vocabulaire guerrier est très souvent utilisé quand on fait de la vulgarisation en médecine parce que ça traduit assez bien finalement l'idée qu'on essaye de maîtriser certaines maladies, donc de combattre un mal, on peut dire ça comme ça.
Donc, aller puisant dans des métaphores et puis ce qu'on appelle une métaphore filée, c'est-à-dire recourir plusieurs fois à la même métaphore au long d'un texte, ça aide aussi, ça va aider aussi votre public à vous comprendre. Les interrogations, dans un texte de vulgarisation, c'est bien rare qu'on ne retrouve pas plusieurs fois des points d'interrogation, pour une raison très simple. Hein, quand on fait de la recherche, on cherche à répondre à des questions, et la meilleure manière d'expliquer ces questions-là à notre public, c'est de les poser dans un texte. Donc, poser des questions avec des interrogations, avec la contrainte que j'ai donnée tout à l'heure, que si on pose une question, il faut y répondre, évidemment, parce que sinon, vous laissez un peu votre lecteur sur sa faim. On a souvent aussi en recherche des chiffres, toutes sortes de chiffres sur toutes sortes de phénomènes. C'est important, les chiffres, c'est quelque chose avec laquelle le commun des mortels est extrêmement mal à l'aise. Tous les ans, moi, quand j'enseigne à l'université, je fais le test auprès de mes étudiants et je pose la même question, combien y a-t-il de millions dans un milliard? Et vous savez, on en entend toujours parler, hein, les budgets, les gouvernements qui dépensent des millions, des milliards, etc. Eh bien, on est à l'université, là, il y a plein de gens qui hésitent, dire c'est combien déjà des millions par rapport à des milliards? Ça surgit pas aussi, de manière aussi évidente que ce qu'on pourrait croire. Donc les chiffres, tout ça pour dire que utiliser des chiffres, il faut toujours faire bien attention parce que ça nous dit pas grand-chose, les chiffres. Donc essayez de les visualiser. C'est important. Donc, un journaliste qui va exprimer un volume quelconque pour parler de, par exemple, une marée noire, on va dire, la quantité de pétrole qui s'est échappé correspondait à, puis là, on ne va pas mettre des millions de litres, parce que des millions de litres, personne ne manipule ça chez soi. Hein. On va dire, ça va faire, je sais pas, 30 fois le volume d'une piscine olympique. 30, c'est déjà un nombre plus simple que des millions de milliards. Puis une piscine olympique, tout le monde a une idée de c'est grand comment. On va souvent utiliser des analogies comme ça, la taille d'une patinoire, d'un terrain de soccer, n'importe, la foule, quand on parle d'un certain nombre de millions de personnes ou de milliers de personnes. Donc avoir des idées comme ça de comment imager ces chiffres, visualiser les chiffres, ça peut être important. Je vous donne un exemple d'un texte qui est sorti des Débrouillards, qui va résumer un petit peu, du magazine Les Débrouillards, qui résume un petit peu comment... tout ce que je viens de vous dire sur la lisibilité. On va le commenter un peu ligne par ligne. Donc c'est un texte pour savoir pourquoi en hiver, on a l'impression que ça sent bizarre, ça sent l'hiver. Donc ça commence par une question. Est-ce que l'air froid a une odeur différente? Donc vous voyez, on part par une question. Selon des scientifiques américains, plus il fait froid, c'était une nouvelle, hein, plus il fait froid, plus les odeurs voyagent lentement. Pense à l'odeur d'une soupe chaude. Elle est bien plus puissante que celle de la même soupe, mais froide. Donc, vous voyez, là, on vient de donner une image. Un enfant, une soupe chaude, il sait ce que c'est. La température, c'est un concept bien abstrait. Se brûler avec la soupe, c'est un concept hyper concret. Quand il fait froid, il y a moins d'odeur à sentir, mais on y est aussi moins sensible. Pourquoi? Vous voyez, encore une question. C'est que le froid change... 3 petits points, ton nez, point d'exclamation. Ça aussi, les exclamations, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver dans un texte de vulgarisation parce que c'est un artifice pour attirer l'attention sur quelque chose. Les scientifiques ont découvert qu'à l'intérieur de notre nez, des récepteurs olfactifs qui transmettent le signal d'une odeur au cerveau. Donc, vous voyez, là, on a un mot compliqué, hein, les récepteurs olfactifs. Les lecteurs des Débrouillards qui ont de 9 à 14 ans, ça leur dit peut-être pas nécessairement grand-chose. Mais on a juste, sans faire une histoire à part, juste donné une définition à l'intérieur de la phrase qui transmettent le signal d'une odeur au cerveau. Donc ça, ça nous dit, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur c'est quoi les récepteurs olfactifs, on sait juste que c'est quelque chose qui envoie l'odeur au cerveau. Ils sont moins performants par temps froid. Ce n'est pas tout, encore une exclamation. L'air froid titille aussi un nerf dans ton nez qui s'appelle trijumeau. Donc là, vous voyez le choix du vocabulaire imagé. Hein. On aurait pu dire chatouille, picote, mais l'auteur, le journaliste, allait chercher probablement dans un dictionnaire le mot qui lui semblait le plus intéressant, varié, susceptible d'attirer l'attention, et il a choisi donc le verbe titiller, donc, qui est un verbe assez imagé. Donc titille aussi un nerf dans ton cerveau qui s'appelle trijumeau. Donc là, vous voyez, on a encore donné une définition. C'est ce qui explique le picotement ressenti lorsqu'il se fait froid, virgule, semblable à l'effet d'une menthol d'une gomme. Là encore, on a donné un exemple.
dans lequel tous les jeunes savent probablement ça fait quoi quand on goûte une gomme au menthol, ça picote. C'est ça que c'est un exemple du picotement dont on parle dans le texte. Donc vous voyez comment en alternant des questions, des images, des explications, des exclamations, des définitions, des exemples, on arrive à avoir un texte finalement dans lequel on peut passer de l'information scientifique de manière appropriée pour des jeunes en l'occurrence. Pour finir, une fois qu'on a notre texte, qu'on a fait une première version du texte, ça aussi c'est une étape sur laquelle j'insiste énormément parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à passer des fois un peu vite. Un texte, ça se fait, c'est jamais bon du premier coup. Ça serait bien si c'était bon du premier coup, mais c'est rarement le cas. Donc, et on est aussi souvent un très mauvais juge. Alors, relire son texte pour essayer à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, ça peut être vraiment intéressant pour essayer de trouver est-ce qu'il y a des endroits où on aurait pu mieux expliquer, est-ce qu'on a donné trop d'informations, pas assez, est-ce que ça suit bien, est-ce qu'on peut relire notre texte finalement plusieurs fois à la lumière de certains des aspects dont on a parlé. On peut faire une relecture en regardant juste le vocabulaire, on peut faire une relecture en regardant la longueur des phrases, est-ce que ça a du rythme, est-ce que là, est-ce que j'ai donné est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse accumulation d'informations à un endroit qui fait que ça devient plus lisible? Et j'ai souligné en gros faire relire parce qu'on est quand même après des années d'écriture, toujours un très mauvais relecteur de ses propres textes. Faire relire à quelqu'un d'autre, ça va toujours être pertinent. Donc, c'est vraiment... et cette phase de relecture et d'ajustement, ça peut représenter une grosse partie du travail. Hein. Souvent, dans un travail de vulgarisation, on va avoir un premier jet qui va vraiment servir de base, puis qu'on va essayer de retravailler. C'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. En général, ça va prendre plusieurs versions avant d'avoir la bonne. Là, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé beaucoup d'écriture, de textes, de vulgarisation. Ce qu'on a dit pour l'écrit, c'est valable exactement de la même manière pour l'oral. Si vous faites une présentation, une conférence et que vous suivez tout ce que je viens de vous dire, vous allez voir que ça va fonctionner aussi, même si c'est à l'oral. Quelques petites précisions sur deux choses que vous pourriez être amené à faire comme chercheur face auxquelles on n'est des fois pas tout à fait assez bien préparé ou des fois qui sont un peu intimidantes. Il y a des gens à qui ça fait un peu peur. Oh, si un journaliste m'appelle au secours, que vais-je faire, que vais-je dire, comment faire que je ne rejoigne pas le clan des innombrables personnes qui s'estiment à tort ou à raison mal citées. Il y a des stratégies pour faire en sorte que ça se passe bien face à un journaliste, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La première chose, c'est idéalement de se préparer. À moins que vous interveniez à brûle-pourpoint, ce qui, avec un peu de chance, sera rarement le cas. Vous avez du temps pour vous préparer ou face à un journaliste, ne serait-ce que si un journaliste vous appelle, de lui dire écoutez, je vais prendre le temps d'y penser, ça ne prend pas nécessairement très longtemps, mais peut-être que si on se reparle dans un quart d'heure, je vais avoir les idées plus claires pour savoir ce que je veux vous dire exactement. Parce que vous allez devoir vous poser les mêmes questions face à un journaliste. Hein. À qui on s'adresse? Pourquoi on veut parler de ce sujet-là et pour qui? Donc, se préparer à une entrevue, ça veut dire que vous devez avoir les réponses à ces questions-là. On ne parle pas à un journaliste sans savoir pantoute à qui lui-même s'adresse, c'est qui son public et pourquoi est-ce qu'il a besoin de vous parler. Donc, posez la question, vous voulez faire une entrevue, pourquoi, pour qui, avec quoi, avec qui, avoir tous ces détails-là, ça va vous permettre de savoir un peu quel va être votre public cible. Parce qu'évidemment, vous parlez au journaliste, mais à travers le journaliste, vous parlez à son public. Préparer la vulgarisation exactement de la même manière que vous le feriez dans un texte écrit. Pensez à des exemples que vous pourriez donner de votre travail. Essayez de réfléchir au vocabulaire. Faites attention au jargon que vous utilisez. C'est souvent là, moi, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps, c'est souvent là que des gens
ils vont dire, bon, j'ai été mal cité parce qu'ils ont utilisé leur jargon quotidien, que le journaliste n'a peut-être pas pensé à tout à fait décoder le jargon ou l'a pas vu carrément comme du jargon. Et puis, ça va donner quelque chose au bout du compte qui n'aura pas grand-chose à voir parce que, quelque part, le message n'est pas passé. Donc, préparer tous ces éléments dans la vulgarisation, c'est important. Pensez aussi au support visuel et écrit. Hein. Moi, j'adore ça quand je vais interviewer des chercheurs qui me font des dessins. Je trouve que vraiment, ça parle. Là, moi, il n'y a rien que j'aime mieux le plus quand je vais interviewer un chercheur que il se lève puis il écrit au tableau, parce qu'il y en a encore des tableaux où les gens écrivent dessus, ou qui me sortent un papier puis qui commencent à me faire des petits dessins, des petits schémas, parce que c'est vrai que ça aide le support visuel à donner des explications. Pensez aussi au support écrit. Si vous faites une entrevue avec un journaliste sur un sujet, peut-être que vous avez déjà en stock dans vos affaires des textes vulgarisés que vous avez écrits sur le même sujet qui pourraient aider le journaliste lui-même à comprendre. Donc pensez, autrement dit, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une entrevue, ça se prépare. Et c'est important de le faire comme il faut parce que si vous êtes bien préparé, ça devrait très bien être. En entrevue, ben évidemment, c'est important aussi de contextualiser. Donc d'expliquer vos travaux de recherche sur quoi on vous interroge, mais de présenter un peu le contexte. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi qui se passait avant? Qu'est-ce que vous espérez atteindre avec ça? Bref, mettre un petit peu tout le contexte autour de ça. Vérifiez que le message passe. Si vous avez une personne en face de vous, et c'est toujours mieux si vous essayez de vérifier dans une conversation qu'elle comprend bien ce que vous avez dit. Ne serait-ce que poser la question, est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez bien compris? Il y a des journalistes qui vont peut-être dire, bah, un bon journaliste ne va pas se laisser avoir, il va reposer la question 1000 fois jusqu'à temps qu'il comprenne. Des fois, on peut avoir l'air têteux comme journaliste parce que simplement on ne comprend pas et la personne qui est en face de nous n'arrive pas à nous expliquer comme il faut. Alors on prend tous les moyens, on pose 20 fois la même question sous différentes formes jusqu'à temps que la personne ait vraiment compris ce qu'on veut avoir comme information et qu'elle nous la livre sous une forme sous laquelle on est capable de la comprendre. Donc vérifier que le message passe, c'est important. Puis un dernier détail qui a l'air d'être un détail mais qui a beaucoup d'importance aussi, surveillez l'heure. Ça a l'air de rien, mais ça c'est l'équivalent de quand vous vous demandez dans un texte, si vous allez écrire un texte, il va tenir sur 10 lignes ou sur 4 pages, ben c'est exactement la même chose dans une entrevue. C'est peut-être que le journaliste n'a pas l'intention de vous parler pendant 4 heures. Donc, si vous avez des trucs importants à lui dire, peut-être qu'il vaut mieux que vous lui disiez rapidement. Donc, vérifiez aussi l'heure, combien de temps est prévu pour durer l'entrevue et ne vous laissez pas embarquer en sortant du message que vous avez préparé. Face au grand public, maintenant, dans une conférence grand public, hein, on demande de plus en plus aux chercheurs d'être présents sur la scène publique. Donc ça veut dire souvent aller vulgariser ses travaux dans des conférences, des tables rondes, des cafés scientifiques, toutes sortes de types de manifestations. Donc là, même chose encore, c'est important d'avoir un message qui est adapté au format. Si vous avez 10 minutes pour présenter dans une table ronde avec 3 autres personnes, il faut que votre message vous débrouillez pour qu'il rentre en 10 minutes. Donc bien faire attention au format, toujours se poser la question évidemment du public cible, qui est-ce que vous allez avoir en face de vous. Dans une conférence, il y a aussi des choses qui sont importantes qu'on a vu à l'écrit tout à l'heure, on a dit améliorer sa lisibilité. À l'oral aussi, ça se fait. Parler fort, parler avec un débit pas trop rapide, mais quand même pas trop lent non plus. Peut-être que vous trouvez que je parle trop vite, donc à vous de vous ajuster par rapport à mon débit. Utiliser un ton aussi qui est invitant, c'est intéressant. Puis il y a une excellente école de la conférence grand public qui s'appelle les repas de famille. C'est essayer en terrain conquis. Avez-vous déjà essayé d'expliquer vos recherches à votre ma tante, à n'importe qui dans votre famille, à des amis qui vont oser vous dire « Ah ben là, excuse-moi, mais je n'ai rien compris ». Ça va être le baptême du feu peut-être, mais ça peut être extrêmement formateur. Puis vous avez l'avantage, quand vous êtes en recherche, de travailler longtemps sur un même sujet. Donc une fois que vous allez avoir trouvé l'exemple qui fait mouche, la bonne métaphore, le bon exemple, il arrive qui va vous empêcher, qui serve longuement.
mais c'est important qu'il vous resserve à plusieurs occasions. Donc, c'est essayer en terrain conquis, profiter finalement de votre vie quotidienne pour essayer d'améliorer vos aptitudes à la vulgarisation aussi. C'est quelque chose qui peut être très aidant. La dernière chose, c'est que je suis certaine que dans tout ce que je vous ai dit, il y a bien des choses où vous vous êtes dit, oui, ben c'est un peu évident. En théorie, il n'y a rien de compliqué dans la vulgarisation, dans la communication. C'est en pratique que ça se gâte. C'est-à-dire qu'en théorie, ça a l'air facile. Mais quand on en est à écrire son texte, puis à éventuellement le faire relire par quelqu'un qui travaille en vulgarisation, je ne prends pas la souris, ah oui, la souris, des fois ça donne ça, au mieux. Donc, c'est facile en théorie, en pratique, pas toujours évident. Ça veut dire qu'il y a plusieurs stratégies. La première chose qui est pour pallier à cette difficulté, faire des concours de vulgarisation, profiter finalement de chaque occasion qui vous est offerte pour essayer de pratiquer. C'est un art qui se pratique et plus on pratique et en général, meilleur on devient. Donc, il y a par exemple les concours de vulgarisation de la recherche de l'ACFAS qui ont lieu tous les ans. C'est un bon endroit si vous voulez vous essayer à écrire un texte sur vos travaux. Et ce que ça va vous présenter comme avantage de participer à ce genre de concours, c'est que des fois, vous allez avoir des feedbacks de spécialistes en communication qui vont pouvoir vous dire bon, l'amorce, c'était vraiment pas assez accrocheur, le ton, c'était comme ça. Ils vont pouvoir un peu vous donner une idée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Communiquer, ça revient souvent à sortir un peu de son champ de compétences et c'est quelque chose des fois qu'il faut admettre. Alors, ce que je m'explique par là, il y a des gens qui sont très bons en recherche, mais qui sont juste de très mauvais communicateurs. Et ils auront beau faire n'importe quoi, ils n'arriveront pas à atteindre un niveau suffisamment performant en communication pour être capable de communiquer vraiment comme il faut. Donc, des fois, il faut simplement admettre qu'on ne peut pas être bon dans tout et que des fois, se faire aider, c'est mieux que d'essayer de faire les choses soi-même. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de gens dont c'est le métier de faire de la communication scientifique. Puis là, je ne veux pas faire de la publicité pour personne en particulier, mais au Québec, il y a par exemple une association des communicateurs scientifiques qui regroupe beaucoup de gens. Je pense qu'il y a à peu près 250 membres qui sont des gens qui sont des communicateurs, soit dans les musées, dans les universités, il y a des journalistes, il y a toutes sortes de gens, de travailleurs autonomes, de consultants en communication qui offrent leurs services à des groupes de recherche, à des chercheurs pour les aider à vulgariser leurs travaux. Et ça peut être vraiment, vraiment un bon investissement des fois plutôt que d'essayer de tout faire tout seul. Ici, à l'Université de Laval, mais dans toutes vos universités, il y a des services de communication qui peuvent beaucoup vous aider pour rédiger des communiqués de presse, par exemple. Évidemment, vous pouvez aussi vous aider. On n'est jamais mieux servi par soi-même en faisant une première version d'un texte que vous aimeriez voir diffusé. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller chercher des ressources et de l'aide pour faire ce travail de vulgarisation qui demande quand même un apprentissage. Je ne dis pas que c'est impossible, simplement il faut être conscient que faire de la communication scientifique, c'est un art en soi et que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'aussi évident que ce qu'on a tendance à penser. Voilà un peu pour ma présentation. Je termine avec cette petite citation que j'aime bien. Hein. Des fois, on a tendance à croire que quand on est spécialiste d'un domaine, on va amener sa science un peu sans grand-chose en retour, qu'on parle un peu en haut de notre tour d'ivoire, hein, comme ça se fait encore malheureusement un petit peu. Chaque occasion que vous allez avoir de faire de la vulgarisation, de rencontrer des nouvelles personnes, toutes les nouvelles personnes que vous allez rencontrer au cours de votre vie vont savoir quelque chose que vous ne savez pas et c'est important de se rappeler. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on serait rendu. Il y a une petite période de questions qui était prévue. Je ne sais pas du tout, par contre, comment gérer ça avec le son. Madame Ledoux, est-ce que vous voulez qu'on procède avec un ordre, c'est-à-dire pour les sites distants qui auraient des questions? Est-ce que vous voulez que l'on commence, par exemple, par les sites qui sont à l'est vers l'ouest? Oui, c'est parfait. D'accord.
Alors, on peut y aller avec Moncton. Je ne crois pas qu'il se soit branché. Ah, d'accord. Donc, C'est- Bécomo. Il était là Bécomo, est-ce tantôt. que vous avez des questions? Sinon, on peut prendre des questions aussi dans n'importe quel... Bah, en tout cas, c'est vous qui voyez. Oui, c'est qu'on avait quand même 11 sites. Parce que là, je ne vois pas si les salles sont pleines ou pas. Attends, c'est vraiment petit pour voir. Donc, l'Université du Québec à Rimouski. Il ne semble pas y avoir de questions ici. Nous, on en aurait une à Lévis. Oui, j'étais rendue à vous justement. Parfait. Merci, Madame Borne. Très intéressant comme j'ai rempli mon cahier de notes. J'aurais une question, en fait, relative aux citations. Quand on voit un texte scientifique, il y a très, très peu de citations d'auteurs, généralement. Et moi, je dois vous avouer, j'ai une certaine réserve à ne pas citer mes sources. Je regardais juste le petit texte que vous aviez tout à l'heure dans le petit texte pour les enfants, là, sur le froid. Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans un texte de communication qui est plus grand public? Et si oui, Oui, bien comment sûr, tout à fait. procéder? Oui, c'est certain qu'on peut toujours, citer, c'est important. Ça dépend encore une fois de l'information et de votre public. Si on reprend je vais retourner en arrière dans la présentation. Voilà. Si on prend le texte des débrouillards, par exemple, bon là, on dit que c'est des scientifiques américains qui ont fait ces recherches-là. On pourrait bien plus détailler, mais je suis pas sûre que ça amènerait grand-chose au lecteur des débrouillards que d'avoir le nom des scientifiques américains. Ça pourrait être le cas, mais il faut toujours se poser la question, ça amène quoi une citation? Pourquoi est-ce qu'on veut la faire? C'est sûr que ce que ça a d'intéressant, une citation dans un texte, c'est que ça permet d'amener des humains. On disait tout à l'heure, des fois on a tendance à être trop désincarné. Avec une citation, ça peut être une manière de présenter finalement un des acteurs de la recherche en donnant son nom dans le texte. Donc oui, c'est tout à fait pertinent des citations. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Lévis? Non, c'est bon. Merci. Téluc de Québec. Merci, on n'a pas de questions. OK. Donc, ici à l'Université Laval, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Une petite question. Oui. D'abord, je vous remercie beaucoup de la conférence. Ça fait plaisir. Ça nous donne beaucoup d'idées, de trucs intéressants. Ma question, c'est par rapport au public cible. Oui. Des fois, on n'a pas un public très, on pourrait dire, comme pareil. Oui. Des fois, il y a des publics variés. Pas seulement au niveau de l'âge, Oui. mais aussi du niveau de connaissances, par exemple. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez me suggérer? Est-ce que vous avez un exemple précis de texte ou de Je quelque travaille chose? maintenant dans la vulgarisation, le transfert de connaissances de Oui. recherche. On est en train de vulgariser d'une façon plus au niveau de formation Oui. pour faire le transfert de connaissances. Ok. Donc, on a un public avec des directives des organismes communautaires, Ouais. des coordinatrices, mais aussi des personnes qui travaillent directement avec la communauté. D'accord. Oui, donc, on a des personnes avec beaucoup d'expérience, moins d'expérience, probablement les sujets, c'est on partage les mêmes sujets, mais... Ouais. Ben, c'est sûr que c'est jamais évident de s'adresser à plusieurs types de personnes à la fois, entre guillemets. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est plus vous allez être capable de, entre guillemets, segmenter ce public-là pour vous adresser pas à tout le monde de la même manière, mieux ça va être. Puis sinon, vous allez devoir prendre le plus bas dénominateur, c'est-à-dire essayer de vous adresser
aux gens qui en savent le moins. Et puis faire un effort peut-être particulier de vulgarisation pour peut-être faire un espèce d'entre-deux, leur amener peut-être un petit peu plus d'informations que ce que vous auriez fait si vous avez juste eu ce public-là, histoire que les gens qui sont déjà beaucoup plus informés ne restent pas trop sur leur faim. Mais c'est pas idéal, honnêtement, là, parce que... Mais c'est ça, peut-être que choisir le plus bas niveau que tout le monde va être capable de comprendre. Parce que c'est sûr que si vous êtes dans un texte où vous risquez vraiment de larguer une partie des gens, c'est pas très bon. Idéalement, si vous êtes capable, des fois c'est pas plus compliqué nécessairement de faire plusieurs documents ou plusieurs présentations plus ou moins élaborées. La première peut servir de base à la deuxième, c'est pas 2 fois plus de travail. Donc ça vaut la peine d'y penser, à mon avis. Vous, d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, merci beaucoup, c'est vraiment très très utile, très informatif. Tant mieux. J'avais une question, je ne sais pas si... je me demandais, vous avez présenté dans la première partie sur les techniques pour écrire. Oui. Je me demandais s'il y avait des nuances entre la position d'un chercheur qui va écrire un texte de manière plus éditoriale et un texte qui va être celui d'un journaliste scientifique qui fait état d'une recherche qui n'est pas la sienne. Pas nécessairement. Vous voulez dire des nuances dans le sens... Dans le style. Est-ce que, par exemple, un journaliste scientifique va pouvoir justement être plus dans son rôle de journaliste, avec plus utiliser davantage de petites astuces journalistiques? Est-ce que le chercheur qui est amené à écrire un texte va devoir coller peut-être davantage à son propos sans... C'est sûr que qui vous êtes va colorer un peu votre texte, mais si je prends par exemple l'exemple des textes que j'écris pour l'actualité, il y a une partie, une rubrique sciences et santé dans l'actualité, dans laquelle moi je collabore comme journaliste scientifique, mais l'autre personne qui collabore à cette chronique-là, c'est le Dr Alain Badboncoeur, qui donc est urgentiste. C'est sûr que le fait que moi je sois journaliste et le fait que lui soit médecin, ça colore beaucoup ce qu'on va dire, notre approche. Ceci dit, les règles que je vous ai données, c'est des règles de communication qu'on peut avoir finalement avec qui communique. Ça va toujours être les mêmes choses qui vont être efficaces. Mais c'est sûr qu'après, est-ce que ça dépend aussi pour un journaliste, par exemple, est-ce que c'est un journaliste qui fait un éditorial ou est-ce que c'est un journaliste qui fait vraiment un travail de journaliste dans lequel il reste neutre, objectif, etc. C'est 2 choses différentes. Donc, ça dépend de l'exercice, vraiment. Juste avant qu'on poursuive avec les questions, étant donné qu'il y a des sites qui commencent déjà à se déconnecter, je voudrais juste vous rappeler de transmettre à Mme Ledoux les feuilles de présence, s'il vous plaît. Trois-Rivières, je ne vois pas si... Ils viennent de quitter. Ils viennent de quitter, c'est eux qui ont quitté. Alors, Sherbrooke... Alors, Sherbrooke, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Merci, bonne présentation, mais pas de questions ici. Merci. Merci. Alors, on passe à l'Université de Montréal, le centre hospitalier Le CHUM. Bonjour, je suis Marjolaine Ayon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous remercie pour votre présentation. C'était vraiment très informatif. J'aurais une question parce que j'ai eu différentes expériences plus ou moins heureuses des fois avec des journalistes. Soit que je suis tombée dans le club des mal cités malheureusement, ou soit qu'on m'a pas donné le temps de me préparer du tout. Donc c'était des sujets d'actualité et l'entrevue c'était pour ici maintenant, puis il n'y avait pas possibilité de reprendre un 15 minutes ou de revenir, ou bref, il n'y a pas possibilité pour moi de me préparer. Alors je voudrais savoir si vous auriez des conseils pour une jeune chercheuse comme moi justement, tant au niveau là, des entrevues qui doivent se faire ici maintenant, que pour s'assurer que qu'est-ce qu'on dit, hormis de dire m'avez-vous bien compris, là. C'est ça des conseils pour être certain qu'on ne tombera pas dans le club des mal cités. La première chose, moi j'aurais tendance à vous dire, si vous faites partie des chercheurs que des journalistes vont appeler régulièrement pour commenter tel ou tel élément dans l'actualité, moi je vous conseillerais de vous prendre un petit moment
sans nécessairement qu'il y ait un journaliste qui vous appelle, pour réfléchir à ce que vous pourriez être amené à dire, puis faire tout ce travail sur le jargon dont on parlait, sur finalement un peu, comment dire, dérouiller votre mécanique, ce que je veux dire, là, vraiment essayer de vous rôder finalement, c'est un peu ça, pour éviter de vous faire justement surprendre dans l'urgence. Ceci dit, il y a urgence et urgence aussi, des fois juste prendre un quart d'heure pour y penser. Je pense que ça va être bien rare quand même qu'un journaliste vous appelle puis que vous ne soyez pas capable de lui dire « Écoutez, est-ce qu'on peut se reparler dans 15 minutes, juste le temps que j'y pense un tout petit peu ?» Ça peut peut-être déjà éviter ce problème-là. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont vous dire « Non, c'est là tout de suite ou jamais ». Donc ça vaut la peine d'essayer aussi. C'est sûr que c'est important. Essayez de garder l'idée de poser des questions au journaliste pour vous assurer qu'il a bien compris. Ça peut aider. Maintenant, il y a quelque chose qui est que beaucoup de scientifiques essayent de faire et qui malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel bord on se place, n'est pas jugé acceptable dans le code de déontologie des journalistes, c'est de faire relire les textes. Souvent, ça, on se le fait demander comme journaliste par des chercheurs qui nous disent « J'aimerais ça relire votre texte, juste pour m'assurer que justement, j'ai pas été mal cité. » Le problème, si on fait ça, c'est que le journaliste se retrouve dépossédé de son texte et que ce n'est plus le journaliste qui parle, mais la personne qui est citée, qui peut des fois aussi avoir envie de simplement maquiller, puis là j'accuse personne d'être mal intentionné, mais qui peut finalement changer d'avis parce qu'il se rend compte que ce qu'il a dit, c'est peut-être pas la meilleure chose à dire. Mais sauf que dans les faits, c'est ça que la personne a dit. Donc c'est important de garder cet élément-là pour le journaliste. Ceci dit, plus vous allez alimenter le journaliste en information, plus vous allez lui, entre guillemets, mâcher le travail, et plus vous avez de chances que ça se passe bien. C'est important aussi, des fois, ça vaut la peine, encore une fois, si vous êtes une journaliste, une chercheure qui est pas mal souvent sollicitée par les journalistes, de faire aussi du travail en amont avec les journalistes. Peut-être qu'au moment où il ne se passe rien, passez-leur un coup de fil, les dire voulez-vous venir voir qu'on discute un petit peu comme ça hors crise. Ça peut aider à former les journalistes, parce que c'est vrai aussi que tous les journalistes ne sont pas nécessairement particulièrement à l'aise avec la science, et loin s'en faut. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Je vous remercie beaucoup. Fait plaisir. Étant donné que le temps file rapidement, je vous propose de passer à l'Université McGill. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On n'a pas de questions. Merci. Université du Québec à Ottawa. Non. Université de Montréal. On n'a pas de questions. C'est l'Université du Québec. Parfait. Je crois qu'il reste juste le CHUM. Centre hospitalier de l'Université de Montréal, c'est fait. Je pense qu'on les a tous couverts. Oui, je pense qu'on a couvert tout le monde. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions qui seraient survenues au cours des échanges? Il nous reste encore quelques minutes. Bon. Non, alors sinon, il me reste à remercier tout le monde dans les différents sites distants. On se dit à la prochaine et encore une fois, merci beaucoup, Madame Borde, pour votre présence, votre très intéressante merci beaucoup et présentation. merci à vous et aux techniciens aussi au passage, ils sont quelque part, pour cette présentation. C'est intéressant, j'étais contente de venir vous rencontrer aussi. Merci. Madame Le